Bonsoir à tous et merci d'être venus nous retrouver en fin de journée pour parler d'hommes fossiles. Je vais vous parler ce soir de Denisoviens et de Néandertaliens, qui sont deux groupes d'hommes fossiles au milieu d'un arbre beaucoup plus compliqué de forme. Et ces deux-là, ce sont ceux qui ont précédé immédiatement ce qu'on appelle les hommes modernes, c'est-à-dire les hommes comme vous et moi, en Eurasie. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je voudrais simplement vous dire quelques mots sur l'évolution de la discipline. Cette photo, qui n'a aucun rapport avec mon sujet, c'est une photo d'un paléontologue néerlandais qui est très célèbre, qui s'appelle Eugène Dubois. Il est très célèbre parce qu'il a découvert à la fin du 19e siècle cette calotte crânienne dans l'île de Java, qui est le premier Homo erectus qui a été jamais découvert. Et vous voyez, sur ces vieux clichés, eh bien, il y a ce compas qui est posé, qui est le genre d'instrument de mesure que Eugène Dubois utilisait à la fin du 19e siècle. Et bien, quand j'ai commencé dans la discipline, il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, dans le fond, le genre de méthode que nous utilisions pour étudier les fossiles dominines, eh bien, était en fait pas très éloignée de celle qu'on utilisait à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. C'est-à-dire que ce que l'on faisait, c'était de la craniométrie. On mesurait ces fossiles avec des instruments un peu plus perfectionnés que cela, hein, des pieds à coulisses plus précis. Et puis on faisait de l'anatomie comparée, c'est-à-dire qu'en gros, on comparait des creux et des bosses sur ces objets en essayant de savoir qu'est-ce qui ressemblait le plus dans le registre squelettique des primates aux hommes fossiles que l'on avait. Est-ce qu'ils se rapprochaient des hommes actuels ou est-ce qu'ils étaient très différents? Et depuis, et surtout, disons, au cours des 20-30 dernières années, le paysage a énormément changé du point de vue de la méthodologie. Pourquoi? Eh bien parce que au lieu d'étudier uniquement l'anatomie des fossiles, on s'est mis à étudier leur substance elle-même. Dans le fond, on a commencé à doser un certain nombre de substances, de molécules organiques, d'isotopes diverses dans ces fossiles pour en tirer de l'information. Et puis les fossiles pour lequel l'accès était très difficile, toujours été très difficile pour les chercheurs, eh bien, on les a remplacés par des objets virtuels. Et dans le fond, c'est ces deux directions un peu antagonistes, en fait. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, on s'intéresse à des représentations digitales des fossiles, et d'un autre côté, au contraire, on en veut un morceau pour les analyser, que la discipline s'est orientée. Alors, on fait beaucoup de chimie isotopique. Ça, c'est une photo qui est prise dans mon laboratoire à Leipzig. Vous voyez, dans le sous-sol, on a ce spectromètre qui est une machine assez impressionnante et qui permet de mesurer la présence de certains atomes. Dans le même institut, on fait de la paléogénétique, c'est-à-dire qu'on essaie d'extraire de l'ADN ancien des fossiles, vous voyez, avec beaucoup de précautions pour éviter la contamination. Et puis, je vous l'ai dit, on crée des modèles virtuels avec des instruments comme celui-là, qui est un scanner à rayon X, qui ressent, enfin, le principe est très similaire au scanner que vous connaissez en milieu hospitalier, hein. Mais vous voyez, il est un petit peu différent dans son aspect, hein. Ici, ce n'est pas la machine qui tourne autour du sujet, c'est le contraire, hein. C'est le sujet qui tourne à l'intérieur de la machine. Et puis, il est beaucoup plus lent, mais il se trouve que les sujets ne bougent pas beaucoup et il est beaucoup plus précis. Il permet de créer des images beaucoup plus détaillées. On a d'autres instruments, hein, par exemple des synchrotrons. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une énorme installation qui fait un tunnel qui fait des centaines de mètres de long, des kilomètres de long, même dans lequel il y a des flux d'électrons qui circulent et on peut les utiliser comme
des micro-tomographes de très très grande précision. Et on peut créer à partir de ces machines des objets comme celui-là. C'est une représentation en 3 dimensions d'une dent. Et vous voyez le détail qui est atteint par cette saisie digitale. Et on peut visualiser à l'intérieur de la dent des tissus, ici la dentine, séparée de l'émail. On peut visualiser des surfaces que l'on ne verrait jamais sur l'objet lui-même. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'à partir de ces objets digitaux, donc qu'on peut avoir dans son ordinateur, eh bien, on peut aussi placer des repères anatomiques, un peu à la façon de ce que Dubois faisait quand il mesurait sur sa calotte crânienne de Trinil des distances. Eh bien, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on place des repères dont on peut enregistrer les coordonnées dans l'espace. Et on a des outils mathématiques, je vais vous montrer un exemple de ça tout à l'heure, on a des outils mathématiques qui permettent de mesurer vraiment de façon quantitative des distances de forme entre des objets. C'est-à-dire que ça n'est plus une question d'impression, c'est vraiment quelque chose de rigoureux. On peut quantifier ces représentations. Alors l'autre chose qui s'est produite au cours du demi-siècle passé, c'est le fait qu'on a découvert énormément d'hominines. On en connaît beaucoup par rapport bien à l'Homo erectus, à l'homme de Néandertal et à l'homme de Cro-Magnon qui existait à l'époque de Dubois. À l'époque, la phylogénie était très simple, c'était une phylogénie en 3 étapes. Depuis, vous voyez qu'on a découvert énormément d'espèces. Donc ce que vous avez là, ce n'est pas un arbre en fait, c'est une représentation de la durée de présence dans le registre fossile de différentes formes depuis 7 millions d'années à peu près. Et alors, évidemment, d'abord, on n'est pas très sûr de la durée réelle de ces espèces parce que le moment où on commence à les trouver dans le registre fossile et le moment où ils disparaissent du registre fossile, c'est probablement pas exactement la période à laquelle ils sont vraiment apparus sur Terre et ont vraiment disparu. Surtout, on soupçonne qu'il y en a encore beaucoup à découvrir, puisqu'on en trouve régulièrement. Si vous suivez la presse, vous verrez dans les jours qui viennent, vous allez encore apprendre qu'on peut rajouter une barre de plus sur cet arbre, enfin sur ce schéma. On se pose aussi beaucoup de questions sur le statut biologique de ces différents groupes. Vous savez qu'on définit les espèces dans le monde vivant le plus souvent comme une communauté de reproduction, c'est-à-dire qu'on considère que toutes les créatures qui peuvent se reproduire entre elles représentent une espèce et celles qui ne peuvent pas se reproduire représentent des espèces différentes. C'est un concept qui est de plus en plus, je dirais, discuté, remis en cause. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, beaucoup d'espèces, que nous considérons comme des espèces dans la nature actuelle, eh bien, maintenant qu'on sait aller fouiller dans leur génome, eh bien, en fait, peuvent s'hybrider et se sont hybridés dans le passé, parfois à plusieurs reprises. Donc, on s'achemine vers une définition un peu plus souple, si je peux dire, de l'espèce. Je vous raconte tout ça pour vous dire simplement qu'il est fort probable que la plupart de ces groupes n'étaient pas isolés du point de vue reproductif. Mais n'empêche qu'ils représentent des formes qui sont assez bien identifiées et dont on peut suivre l'évolution au cours du temps. L'autre chose qui est remarquable, c'est que vous voyez qu'à presque n'importe quelle époque du passé, eh bien, on a plusieurs de ces espèces, appelons-les des espèces paléontologiques, on a plusieurs de ces espèces qui coexistent sur Terre, parfois dans les mêmes régions. Et dans le fond, la situation actuelle, c'est une situation complètement exceptionnelle à l'échelle des temps géologiques. On est dans une situation, depuis environ, disons, une trentaine de milliers d'années, peut-être 40 000, qui ne s'est jamais produite auparavant. C'est-à-dire qu'il y a une seule espèce sur Terre, elle est très homogène, on pense qu'elle a une origine assez récente et elle s'est répandue partout sur Terre. Si on zoome un petit peu sur la fin de cette période, disons le dernier million d'années,
Voilà un détail agrandi de cet arbre. Vous voyez que même au cours des derniers 800 000 ans ou du dernier million d'années, on a encore une situation qui est très très complexe, hein, avec des Homo erectus qui continuent à persister jusque vers 300 ou 400 000 ans en Asie, des formes qui leur sont probablement affiliées. Vous avez entendu sûrement parler de ce petit hobbit de l'île de Flores, qui est probablement une forme insulaire de ces Homo erectus. Et puis vers l'ouest, on a en Afrique et en Eurasie, enfin en Europe, on a des formes qui évoluent soit vers l'Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme actuel en Afrique, soit en Eurasie, eh bien, des formes qui vont donner ces néandertaliens et ces dénisoviens. Et on pense que toutes ces formes ont une origine commune, quelque part vers 700 000 ans. Tout ça, ça se passe pendant une période qu'on appelle le Pléistocène moyen, qui va à peu près de 780 000 à 125 000 avant le présent. Donc l'histoire, en gros, c'est la suivante. Je peux déjà vous donner la fin. On a en Afrique les ancêtres des hommes actuels, et il faudrait rajouter maintenant une nouvelle espèce qui a été découverte en Afrique du Sud qu'on appelle Homo naledi, qui est une petite créature assez bizarre. On a nos hommes de Néandertal plutôt dans l'ouest de l'Eurasie, et puis on a ces formes qu'on appelle les Dénisoviens en Asie. Et dans les îles, ici, on a à Flores une forme assez bizarre de petit Homo erectus tardif et nain qui a survécu. Encore une fois, c'est une représentation très simplifiée parce qu'on soupçonne qu'il y a, en particulier en Asie, d'autres formes qui existent. Et à la fin de cette histoire, eh bien, il va y avoir une sortie d'Afrique de nos ancêtres et ils vont remplacer ou absorber toutes ces populations non modernes, on parle d'hommes archaïques, qui vivent en Eurasie, donc les Néandertaliens en Europe et en Asie de l'Ouest et en Asie centrale, et puis les Dénisoviens plus loin. Et ces hommes qu'on appelle modernes, non seulement ils vont peupler ces territoires qui étaient occupés par ces formes archaïques, mais ils vont pénétrer dans des territoires où il n'y avait jamais eu d'hominines auparavant, l'Australie en particulier. Ils vont pénétrer dans les zones les plus froides et ils vont passer en Amérique. Aux Amériques, on a des peuplements humains modernes qui ont au moins 14 ou 15 000 ans, peut-être même un peu plus que ça. Alors, ce qui est remarquable avec notre propre espèce, c'est qu'elle a une capacité à s'adapter à des environnements extrêmement variés, j'allais dire des environnements extrêmes, ce que n'avaient pas fait les autres formes humaines qui les avaient précédées. Alors cette capacité, elle est liée à des perfectionnements techniques, technologiques, et puis aussi sans doute à une complexité sociale bien plus grande que ce qui a existé auparavant, c'est-à-dire des liens qui unissent non seulement les individus d'une famille ou d'un petit groupe, mais une capacité que les hommes ont à créer des coalitions très très importantes d'individus et d'individus qui parfois ne se connaissent pas, mais qui sont unis par des croyances partagées, des langues, des choses comme ça. Et ça, c'est probablement, j'allais dire, une des raisons du succès, si je peux dire, de notre espèce pour le malheur des autres. Deux ou trois choses encore à propos de ces hommes du Pléistocène moyen et du début du Pléistocène supérieur, qui est quelque chose qui est assez remarquable, c'est que beaucoup de ces lignées tendent à évoluer un peu dans le même sens, même si elles sont très différentes par ailleurs. Alors, je vous ai parlé de Flores, je vous ai parlé d'Homo naledi, toutes ces formes un petit peu bizarres. Flores a un tout petit cerveau qui est lié probablement à ce qu'on appelle une forme de nanisme insulaire, cet isolement dans une île, dans un monde un petit peu particulier. Mais c'est une exception. En général, ces hommes montrent tous une tendance à avoir des cerveaux
de plus en plus grand et de plus en plus compliqué. Ce que vous montre ce diagramme, c'est non pas la taille du cerveau, mais la taille du cerveau en proportion de la masse corporelle, de la taille. Et vous voyez que aussi bien chez les Néandertaliens que chez les ancêtres des hommes actuels, eh bien, on voit une accélération de la taille du cerveau. Et c'est une histoire qui court essentiellement, disons, pendant le dernier demi-million d'années à peu près. Alors, venons-en maintenant donc à ces formes qui ont peuplé l'Eurasie avant l'arrivée des hommes modernes. Je vais commencer par les Néandertaliens. Ces Néandertaliens, on les connaît depuis assez longtemps. En fait, c'est l'homme de Néandertal qui a été le premier homme fossile jamais découvert, en tout cas jamais reconnu comme un homme fossile. On avait probablement trouvé d'autres avant, mais on ne les avait pas identifiés comme tels. Alors on parle toujours de la découverte en Allemagne, près de Düsseldorf, de l'homme de Néandertal, dans cet endroit qui s'appelle Néandertal. Mais en réalité, on en avait déjà trouvé avant, au XIXe siècle, qui n'ont pas été reconnus tout de suite au moment de leur découverte, mais qui ont été reconnus plus tard comme des hommes de Néandertal, et en particulier ce crâne qui a été découvert dans le rocher de Gibraltar, dans une carrière qui s'appelait Forbes Quarry, et qui a été découvert en 1848. Alors, il est resté longtemps rangé dans un coin sans que personne ne s'en occupe. Et c'est seulement après la découverte d'autres hommes de Néandertal en Europe que ce géologue qui s'appelait Busk va exhumer ce fossile et dire mais nous aussi à Gibraltar, nous avons un homme de Néandertal. Donc les hommes de Néandertal ont été les premiers hommes qu'on a identifiés comme des hommes différents des hommes actuels. Et je dois dire que ça ne s'est pas fait sans peine. Il y a eu un débat très intense au XIXe siècle. Beaucoup de gens pensaient que ça n'était pas une forme humaine différente, mais que ça pouvait être, par exemple, des êtres pathologiques. Il y a eu tout un tas d'histoires à propos du premier Néandertal découvert en Allemagne. Un anatomiste très célèbre de l'époque, qui s'appelait Rudolf Virchow, avait élaboré toute une interprétation pathologique de ce fossile. On disait aussi que c'était un Cosaque qui avait péri dans une grotte au moment des guerres napoléoniennes. C'était pas très gentil pour les Cosaques, mais voilà, on avait des idées comme ça. Alors, vers la fin du 19e siècle, on a trouvé des fossiles, en particulier en Belgique, qui ont montré qu'on avait bien affaire à une morphologie bien particulière qu'on retrouvait systématiquement. Ces Néandertaliens, on les a trouvés d'abord en Europe de l'Ouest, donc depuis le milieu du 19e siècle, et c'est là qu'on a le plus grand nombre de gisements, les gisements les plus riches. Dès la fin du 19e siècle, il y a aussi un gisement qui se trouve en Croatie, et qui n'est pas celui-là, mais qui s'appelle Krapina. On a trouvé aussi beaucoup de restes de Néandertaliens. Et puis plus tard, on en a trouvé au Proche-Orient, dans les années 30. Il y a une archéologue anglaise qui s'appelait Miss Garrod, qui a trouvé un Néandertalien près d'Haïfa, en Israël, qui n'existait pas encore en tant qu'Israël. Et on a trouvé plus tard des Néandertaliens de plus en plus vers l'Est. Alors on en a en Asie centrale, en Ouzbékistan, et puis beaucoup plus récemment, on s'est rendu compte qu'en fait, ils étaient allés assez loin. On en a reconnu même dans l'Altaï sibérien, là-bas, très à l'Est. D'abord grâce à la paléogénétique, et puis plus récemment, avec des vrais fossiles, avec une morphologie assez complète, tout à fait néandertalienne, en particulier ce spécimen qui vient d'une grotte qui s'appelle Chagirskaya. Ce qui est important à retenir de cette carte, c'est que deux choses. D'abord, c'est une carte qui donne la distribution des Néandertaliens. C'est un empilement de cartes, en fait. C'est un palimpseste. À aucun moment, il y a eu des Néandertaliens partout sur cette carte. Donc, ça couvre un laps de temps très grand. Et puis, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une forme qui est
uniquement eurasienne. C'est-à-dire qu'on n'en a pas en Afrique. Ce petit débordement sur l'Égypte, là, c'est une licence qu'a pris l'artiste. En fait, on ne connaît pas de néandertalien ni en Égypte, ni ailleurs en Afrique. Et il est probable que c'est la séparation entre ce monde eurasien et puis l'Afrique, par la Méditerranée, la mer Rouge, enfin d'autres barrières géographiques, qui explique en grande partie cette évolution séparée de cette lignée qui mène à l'homme de Néandertal et de la lignée qui mène à l'homme actuel. Alors, l'homme de Néandertal, le voilà. Il s'agit d'un crâne qui a été découvert dans un site qui est présenté dans l'exposition qui s'appelle le site de Laferracie. Et à côté, j'ai mis ici le crâne de l'homme de Cro-Magnon, donc qui est un Homo sapiens, qui est un peu plus tardif que celui de Laferracie, pas beaucoup plus tardif. Et je les ai présentés sur cette diapo pour vous montrer à quel point ces formes sont différentes. Pour vous donner un élément de comparaison, ici, voilà le crâne d'un chimpanzé commun et le crâne d'un bonobo. Alors, le bonobo et le chimpanzé commun sont deux chimpanzés, si vous voulez, dont l'évolution séparée a duré peut-être 2 millions d'années. Alors, je ne sais pas combien parmi vous sont capables de faire la différence entre le crâne de chimpanzé commun et le crâne de bonobo, mais il faut quand même être assez bon en anatomie pour les reconnaître au premier coup d'œil. Par contre, la différence entre un crâne de néandertalien et un crâne d'Homo sapiens récent, même des enfants de cours élémentaires sont capables de la faire. J'ai fait l'expérience. Donc c'est assez spectaculaire, alors que dans ce cas-là, on a une séparation de ces deux lignées qui est à peu près de 700 000 ans. Donc ici, 2 millions d'années, ici, 700 000 ans. Et cette divergence très rapide nous dit qu'il y a des mécanismes évolutifs qui sont à l'œuvre d'un côté et de l'autre, et que ces mécanismes évolutifs sont assez différents. Donc ici, probablement, on a ce que les biologistes appellent une évolution stabilisatrice, une sélection stabilisatrice, c'est-à-dire, dans le fond, une sélection qui maintient un certain standard de forme. Ici, on a des mécanismes différents de sélection, aussi de dérive génique, on va en parler dans un moment, qui ont fait que ces formes ont évolué beaucoup plus vite. Peut-être aussi que la culture y est pour quelque chose. Alors juste pour vous, on pourrait passer toute la soirée à regarder des différences anatomiques entre néandertaliens et hommes modernes. J'en ai plein en réserve. Je voulais juste vous montrer un exemple pour que vous rendiez compte à quel point ces néandertaliens et ces Homo sapiens sont différents. Ce petit os que vous avez là, c'est un os de l'oreille moyenne. Vous savez que dans l'oreille moyenne, entre le tympan et l'oreille interne, vous avez une chaîne d'osselets, le marteau, l'enclume, l'étrier, etc. Donc là, il s'agit de l'enclume. Donc c'est un os qui fait quelques millimètres, c'est minuscule. On peut saisir la morphologie de cet os justement grâce à des microscanners comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et dans mon équipe, on a recueilli des modèles comme celui-là sur une série assez importante d'hommes de Néandertal. Et on a appliqué une méthode que l'on appelle de la morphométrie 3D, c'est-à-dire, encore une fois, en plaçant des repères anatomiques et en utilisant des outils mathématiques qui permettent de mesurer les distances de forme. Eh bien, on peut représenter dans un espace en 3 dimensions des individus de ces différents groupes, et la distance qui sépare ces individus correspond à des différences de forme. Et ce que vous voyez là, c'est que, dans le fond, en termes de différence de morphologie, eh bien, il y a autant de différences entre une enclume de l'oreille moyenne d'un homme actuel et l'enclume d'une oreille d'homme de Néandertal. Et il ne s'agit pas d'un seul individu, mais d'une série d'individus. Et cette distance-là, c'est une distance qui est aussi grande que celle qu'on peut observer entre des hommes et des chimpanzés ou des chimpanzés et des gorilles. Je
Je ne suis pas en train de vous dire que l'homme de Néandertal est un chimpanzé, hein, mais je suis en train de vous dire simplement qu'on peut reconnaître très facilement ces hommes sur des critères morphologiques. Alors depuis quand est-ce que ces Néandertaliens, on les connaît en Europe? Les plus anciens, on les connaît depuis environ 400 000 ans. On les a trouvés en Angleterre, on les a trouvés en Espagne. Alors, ils ne sont pas tout à fait comme les Néandertaliens, comme le Néandertalien de la Ferracie, hein, que je vous ai montré. Ils ont conservé des caractères primitifs, en particulier de la boîte crânienne, du cerveau. Mais on reconnaît chez ces formes déjà des caractères faciaux, des caractères dentaires, qui montrent qu'on est déjà engagé dans cette voie qui va mener aux Néandertaliens. Alors, qu'est-ce qui a fait que ces Néandertaliens sont apparus en Europe et pourquoi on voit cette morphologie apparaître il y a environ 400 ou 500 000 ans? Eh bien, on pense que c'est en grande partie lié à des phénomènes environnementaux. Pourquoi? Eh bien, parce que au cours, vous avez ici ces 7 derniers millions d'années qui étaient sur ma diapositive de départ tout à l'heure, vous voyez qu'au cours de ces derniers 7 millions d'années, on a eu énormément de variations de température moyenne sur Terre. Donc cette courbe bleue vous montre des variations climatiques depuis 7 millions d'années. Le présent est là, le passé est là, et ce que vous voyez d'abord, c'est un refroidissement constant du climat depuis 7 millions d'années à l'échelle planétaire. On parle beaucoup de réchauffement aujourd'hui, mais ce réchauffement, il s'inscrit dans un grand refroidissement qui dure depuis longtemps. Et surtout, il y a des oscillations entre des périodes froides et des périodes chaudes qui deviennent de plus en plus importantes, surtout au cours, disons, des derniers 7 ou 800 000 ans. C'est ce que les géologues ont appelé la révolution du Pléistocène moyen. En gros, on est rentré dans une période où on a une alternance de périodes tempérées, je parle des moyennes latitudes, hein, de l'Hérault par exemple, des périodes qui sont tempérées, voire assez chaudes, et puis des vraies périodes glaciaires, avec le développement en Europe de l'Ouest, du Nord-Ouest, de calottes glaciaires très importantes, qui s'accompagnent d'une baisse très importante des niveaux marins, et évidemment d'une altération profonde à la fois des paysages, de la faune, et puis aussi de la géographie, hein, avec ces modifications des lignes de côte. Donc en gros, on oscille entre des périodes pendant lesquelles on a des hippopotames qui vivent dans le Rhin ou dans la Tamise, c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé, et puis des périodes courtes, mais de froid intense, où on a des rennes qui vivent dans le nord de l'Espagne. D'accord ? Entre les deux, eh bien, on a des périodes qui sont tempérées, fraîches, plus ou moins fraîches. Disons qu'au cours des derniers 500 000 ans, pendant 95% du temps, il a fait plus froid que maintenant en Europe. Donc là, maintenant, on est dans une période chaude. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant les pics de glaciation ? Eh bien, on soupçonne qu'il y a un effet assez important sur les populations humaines, d'abord parce qu'elles se trouvent isolées à cause de ces transformations de la géographie. Vous voyez, ces pointillés, ça montre l'extension non pas de la glace, mais des sols qui sont gelés plus ou moins en permanence, qu'on appelle un permafrost, pas très favorable à la vie de ces chasseurs-cueilleurs paléolithiques. Et donc, on a en fait une concentration des populations humaines plutôt dans des refuges situés au sud du continent, donc isolés, et avec une chute très importante de la démographie. Donc une baisse de la population. Et quand il y a une baisse très importante de la population, il se passe ce que les généticiens appellent la dérive génique, c'est-à-dire qu'à partir d'une population importante où il y a une grande variabilité, alors ces billes de couleur, ça peut être des caractères, ça peut être des gènes, ça peut être ce que vous voulez, eh bien, un peu par chance, en réduisant la population, eh bien, on a certaines couleurs qui vont se trouver par hasard survivre et d'autres qui vont disparaître.
Et lorsque l'on crée à partir de cette petite population une nouvelle population de grande taille, eh bien cette nouvelle population de grande taille, sa diversité va être beaucoup plus faible que celle de départ. Et quand on laisse jouer ce phénomène plusieurs fois, eh bien un jour on finit par avoir des billes d'une seule couleur. Et c'est ce qu'on observe d'ailleurs dans des populations récentes. Et il est probable que nos néandertaliens en Europe ont subi des phénomènes comme ça, et qu'au cours du temps, avec ces cycles glaciaires, eh bien, il y a eu un accroissement de la fréquence de certains caractères, pas forcément parce qu'ils sont avantageux, parfois juste, encore une fois, par hasard, et que ces transformations ont affecté différentes parties de l'anatomie, et donc qui nous ont fait passer de ces formes primitives d'il y a 400 000 ans aux néandertaliens comme celui de la ferracie, avec des caractères très très particuliers. Et encore une fois, ces phénomènes de dérive génique entraînent une évolution beaucoup plus rapide que ce qu'on voit par exemple chez nos chimpanzés, qui eux sont tranquillement restés en Afrique où il n'y a pas de glaciation. Voilà un arrière-crâne, ça ne vous parle pas beaucoup, mais croyez-moi, c'est l'arrière du crâne d'un homme découvert dans le nord de la France, qui a à peu près 170 000 ans, 175 000 ans. Eh bien, on est déjà arrivé à une morphologie qui va être la morphologie des néandertaliens terminaux, comme l'homme de la Chapelle-aux-Saints, qui a été découvert en Corrèze. Donc le résumé, c'est quoi? Le résumé, c'est on a des oscillations très froides à certains moments. Ce stade, ce qu'on appelle le stade isotopique 16, qui est représenté ici en blanc, c'est la première grande glaciation qui se développe en Europe. Et comme par hasard, elle correspond en date à peu près à la date que les généticiens nous donnent pour la divergence entre néandertaliens et hommes actuels. C'est probablement la date de séparation de ce qu'on appelle des métapopulations. Et par la suite, eh bien, il y a eu d'autres goulots d'étranglement assez importants. Et voilà, vers 400 000 ans, on commence à trouver des choses que l'on peut appeler des néandertaliens anciens. Et vers 180, 190 000, eh bien, on a une forme bien établie de néandertaliens, comme cet homme de Biache. Alors ces néandertaliens, on pourrait en parler très longuement. Je voudrais juste vous donner quelques idées sur leur anatomie, leur style de vie, et puis les différences qui nous séparent d'eux. Ce climat, qui généralement est plus froid que le climat actuel, n'influe pas seulement sur la géographie, mais influe aussi sur les proportions corporelles, la morphologie de ces hommes. Alors là, c'est de la sélection, ce n'est pas de la dérive génique, hein, c'est la sélection qui est à l'œuvre. Et quand on mesure les proportions corporelles, la longueur du tronc, les membres, la partie distale des membres, etc., chez des hommes actuels, on se rend compte que dans une analyse mathématique de ces données, eh bien, les populations actuelles se rangent, vous voyez, le long de cet axe, entre des populations africaines, ici, est et ouest africaines, qui sont très longilignes. Je ne sais pas si cette dame a jamais vu l'Afrique de l'Est, hein, mais elle est un peu photoshopée, je crois. Mais disons, elle représente assez bien cet extrême de proportion, hein, très longiligne, avec un corps étroit, des membres très longs. Donc là, on est en Afrique, Soudan, Égypte, Nubie. Voilà, là, on arrive en Europe. Et on a des gens qui sont de plus en plus corpulents, trapus, si vous voulez. Et l'extrême de ça, eh bien, c'est les Inuits, où là, on a des gens qui sont pas très grands, mais qui sont très massifs, avec des membres courts. Et ça, c'est un changement qu'on observe chez d'autres mammifères, en gros, qui permet ici de favoriser le refroidissement, et ici, au contraire, de conserver la chaleur. Si on met sur un diagramme comme ça nos néandertaliens, ils tombent là. Donc ils tombent au-delà de ce qu'on observe chez des Inuits. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont vécu dans des environnements comparables aux Inuits, hein, mais ça veut dire probablement que leur réponse en termes d'adaptation biologique a été plus forte que celle des Inuits. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient peut-être pas justement
des anoraks, des igloos et tout ce qu'il fallait pour se protéger du froid. Soit dit en passant, si on place sur ce diagramme les hommes modernes du Paléolithique supérieur qu'on trouve en Europe dans les mêmes endroits que les Néandertaliens, eh bien, ils tombent là. D'accord ? Ce qui montre bien que ce sont des populations d'origine africaine qui viennent de zones tropicales et qui viennent en Europe. Alors, nos Néandertaliens, ils ont une masse corporelle très, très importante. Hein. Là, les chiffres qui vous sont donnés là sont des masses maigres. Hein. Donc, vous voyez, on a des mâles, probablement, quand ils étaient bien nourris, qui faisaient probablement autour des 100 kilos pour les plus corpulents. Donc, des gens très, très robustes avec des musculatures très fortes, des insertions musculaires très, très fortes, une grande activité physique. Et pour cela, eh bien, ils ont besoin d'absorber beaucoup de calories. On a des estimations de l'ordre, en milieu froid, qui vont jusqu'à 4500, 5000 kilocalories par jour de dépenses énergétiques pour un individu mâle corpulent. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. On vous recommande de ne pas aller au-delà de 2000 kilocalories pour ne pas trop grossir. 5000 kilocalories, c'est ce que dépense un coureur du Tour de France quand il fait le Tour de France. Donc voilà, hein, il faut qu'il trouve de la nourriture et ils chassent des animaux et ils sont à la recherche de viande. Ils sont surtout à la recherche de gras. Vous voyez que quand on tue un renne comme ça, eh bien, la plus grande source de calories, c'est les matières grasses qui sont contenues dedans. Et de fait, les gisements moustériens laissés par les Néandertaliens sont souvent des gisements qui ressemblent à ça, avec des milliers d'os qui ont été consciencieusement brisés pour extraire la moelle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des tas de moyens géochimiques, biochimiques d'étudier les restes humains. Voilà un travail qu'on a publié avec certaines de mes collègues cette année. Il s'agit d'une analyse géochimique de cette... Alors, c'est une pauvre chose, hein, c'est un bout de dent, de racine dentaire qui vient d'un site du centre-ouest de la France. Et vous voyez qu'avec une analyse isotopique du collagène qui est contenu dans la dent, où on regarde les proportions de certains isotopes de l'azote et du carbone, eh bien, on peut replacer ces individus. Alors ici, il s'agit de cette dent-là qui vient des côtés, et on peut situer cet individu par rapport à des herbivores qu'on trouve dans le même gisement, des carnivores, et vous voyez qu'ils s'alignent avec les hyènes. Donc on pense que ce sont des gens qui ont une alimentation carnée assez prononcée. Ça, c'est un jeune enfant qui vient d'un autre site qui s'appelle la grotte du Renne. Alors vous voyez, lui, c'est encore mieux. Voilà les carnivores, voilà les herbivores, voilà les carnivores, voilà le bébé de la grotte du Renne. Lui, il est au-dessus des carnivores en termes de niveau trophique, hein, c'est-à-dire c'est un espèce de super carnivore. Et on pense qu'il est là parce qu'il n'était pas encore sevré. Et quand on n'est pas sevré, on mange sa mère, hein, on boit le lait de sa mère. Et donc, on est sur un niveau trophique encore plus élevé que maman, qui elle-même est un super carnivore. Hein. Donc, on se retrouve dans ce genre d'analyse là-haut. Alors, cela étant dit, on a des indices qui montrent que les Néandertaliens étaient capables d'exploiter d'autres sources alimentaires, en particulier des végétaux. On a maintenant recherche, en particulier dans le tartre dentaire, en recherche des phytolithes de plantes, des grains d'amidon, des choses comme ça, qui nous donnent une idée du genre de plantes que ces hommes pouvaient consommer. Je voudrais vous dire un mot aussi du cerveau de l'homme de Néandertal. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il a un grand cerveau, comme nous, sauf qu'il n'est pas comme nous. C'est-à-dire qu'il est grand, mais il n'est pas fait exactement pareil. C'est assez intéressant. À la naissance, le cerveau d'un homme moderne et d'un néandertalien sont assez identiques. Et c'est au cours de la première année de vie qu'un certain nombre de différences vont se mettre en place. Et en particulier, on va voir se développer énormément les bosses pariétales et surtout le cervelet, ici à l'arrière du crâne, chez
des hommes modernes, phénomène qui n'intervient pas chez les Néandertaliens. On pense en gros que les Néandertaliens, ils ont acquis un grand cerveau par agrandissement du cerveau des hommes plus primitifs qu'il y avait avant eux, alors que chez les Homo sapiens, eh bien, il s'est passé quelque chose d'un petit peu différent. Ça, c'est encore une analyse en composantes principales, une analyse morphométrique qui vous montre la trajectoire. Tout ça sont des individus de différents groupes, qui vous montrent comment, en passant des Homo erectus au Néandertal et puis aux formes anciennes d'Homo sapiens, eh bien, on a une augmentation de taille le long de cette variable ici. Donc ça, c'est la trajectoire qu'ont suivi un certain nombre d'hominines. Et ces polygones bleus, ce sont des Homo sapiens de différentes périodes. Les plus anciens sont là. Et puis ici sont les hommes actuels. Vous voyez que au moment où une taille à peu près identique à la taille du cerveau des hommes actuels a été atteinte, les Homo sapiens sont partis dans une direction complètement différente, avec justement le développement de ces parties que j'ai citées tout à l'heure, et notamment le cervelet. Et on pense que c'est probablement lié à des pressions de sélection particulières qui ont fait que, à cause de leur mode d'adaptation, de leur comportement, eh bien, ces Homo sapiens ont acquis ce cerveau un petit peu différent. On commence à trouver des cerveaux qui ressemblent au cerveau actuel entre, disons, 100 000 et 50 000 avant le présent. Récemment, il y a eu des travaux qui ont été publiés sur le cervelet. Alors, le cervelet, c'est une partie du cerveau dont on a longtemps pensé que ça servait essentiellement à la coordination motrice. Quand vous faites de la bicyclette, vous servez pas mal de votre cervelet. Cela étant dit, le cervelet a, à lui tout seul, plus de la moitié des neurones de tout l'encéphale. Et c'est probablement une partie du cerveau qui est beaucoup plus importante que juste de la coordination motrice. Soit en passant, quand vous parlez, la coordination motrice, c'est très très important. Là, je prononce en ce moment 4 phonèmes par seconde et il faut beaucoup de coordination motrice pour le faire. On pense que le cervelet a une grande importance dans la production du langage. Et récemment, il y a eu une étude qui est parue, je crois que c'est dans Science, qui montre que le cervelet est aussi impliqué dans les circuits de récompense du cerveau et dans les interactions sociales. Et c'est peut-être ces comportements-là qui sont particulièrement présents chez nos ancêtres et peut-être moins présents chez les formes comme l'homme de Néandertal. Alors, pour finir avec Néandertal, quelques mots de paléogénétique. Je vous ai dit que depuis la fin des années 97, eh bien, on savait extraire de l'ADN d'os de Néandertal. On a commencé au début à extraire de l'ADN que l'on appelle de l'ADN mitochondrial. Alors, je ne sais pas si vous êtes très versé en anatomie cellulaire, mais disons que votre ADN, le vrai ADN, si je peux dire, c'est l'ADN de vos chromosomes. C'est celui qui est contenu dans le noyau des cellules. C'est ce qui code tous vos caractères. Un mélange de papa et maman, un peu par hasard, stocké dans ces chromosomes. Alors, il existe un autre ADN qui se promène dans nos cellules et qui est ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Cet ADN, il est contenu dans des petites organites cellulaires qui ressemblent un peu à des bactéries et qui sont dans le cytoplasme des cellules autour du noyau. On pense que en fait, ces mitochondries sont d'anciennes bactéries en fait, que nous avons incorporées à notre organisme. Et elles se reproduisent pour leur compte. Et on peut faire de la phylogénie, on peut analyser cet ADN. Il est humain puisqu'il est dans nos cellules, mais enfin, il évolue pour son propre compte. C'est un ADN qui est très simple, beaucoup plus simple que celui du noyau. Surtout, il ne se recombine pas à chaque reproduction parce qu'on n'hérite que de l'ADN mitochondrial de sa mère et non pas de son père. Et puis surtout, il y en a un très grand nombre de copies dans chaque cellule, donc on en trouve assez facilement dans les fossiles. Et donc, quand on a commencé à extraire de l'ADN, à savoir extraire de l'ADN des fossiles, eh bien, c'est de l'ADN mitochondrial qu'on a séquencé.
Et donc, on a comparé la séquence observée avec des séquences de référence actuelles. Donc, on a des séquences d'ADN mitochondrial d'hommes actuels. Et on s'est aperçu, quand on a séquencé un certain nombre de néandertaliens, eh bien, qu'on trouvait systématiquement des différences le long de cette séquence. Vous savez, l'ADN, on peut comparer ça à une succession de lettres. Hein. Ce sont des molécules, hein, mais des lettres d'un alphabet. En fait, toujours les mêmes lettres. Hein, et on n'en connaît que 4. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un motif néandertalien qui permettait d'identifier les néandertaliens, un motif qu'on ne trouvait jamais chez les hommes actuels. Alors grâce à ce séquençage, eh bien, on a commencé déjà à faire de la phylogénie, c'est-à-dire à montrer que, en calculant des distances géniques, que les néandertaliens étaient plus éloignés de tous les hommes actuels que les hommes actuels ne l'étaient les uns des autres. Et donc, en prenant comme référence la divergence chimpanzé-homme, eh bien, on a construit des arbres comme celui-là. On a commencé à estimer la durée de séparation, en se trompant pas mal d'ailleurs, néandertalien, homme moderne. Et puis ensuite, on est devenu beaucoup plus ambitieux, surtout grâce à des progrès techniques qui ont permis de disposer de séquenceurs qui étaient de plus en plus performants. Vous savez que quand on a séquencé le génome humain, le projet qui était le projet initial, hein, son coût estimé, c'était 4 milliards de dollars. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça fait pas mal d'argent. Personne ne pouvait le faire, évidemment. C'est un consortium de plusieurs pays, de plusieurs laboratoires publics, privés, qui est venu à bout de cette entreprise. Aujourd'hui, pour séquencer le même génome, on pourrait le faire pour moins de 1 000 dollars. Donc, je pense que nos enfants, nos petits-enfants auront dans leur poche une puce avec leur génome. Ça coûtera quelques centaines d'euros, peut-être moins. Et ça, c'est essentiellement lié au progrès technique. Et donc, grâce à ces progrès techniques, on s'est attaqué, cette fois-ci, au génome nucléaire, donc celui qui est contenu dans les chromosomes, dans le noyau des cellules. Alors là, c'est une autre paire de manches. Hein. C'est une molécule qui est beaucoup plus complexe que l'ADN mitochondrial. On parle de plus de 3 milliards de paires de bases, fameuses lettres, et plus de 20 000 gènes qui codent des protéines. La difficulté de cet ADN, c'est qu'à chaque reproduction, il se fragmente, il se recombine, il y a une partie de l'ADN du père et de la mère qui se mélange. C'est assez compliqué de l'analyser, et surtout, on n'en a que 2 copies par cellule, donc beaucoup moins que de l'ADN mitochondrial. Alors, les premiers travaux sur les fossiles fondés sur l'ADN nucléaire ont permis... on a un peu réinventé l'eau chaude, hein, c'est-à-dire qu'on a retrouvé la phylogénie, on a dit, voilà, les néandertaliens, ce n'est pas des hommes modernes, ce n'est pas leurs ancêtres. Bon, ça, les paléontologues s'en étaient rendus compte avant déjà, mais en même temps, on a eu accès à des informations complètement nouvelles. On a eu accès à des informations démographiques. Donc, on a commencé à avoir des estimations sur la taille des populations. Et on s'est rendu compte que quand on regardait l'évolution dans le temps des populations néandertaliennes, par exemple, eh bien, on se rendait compte que justement au moment de cette fameuse révolution du Pléistocène moyen, eh bien, on avait un espèce de crash de ces effectifs par rapport à ce qu'on observait dans les ancêtres des populations des hommes actuels. Alors on est arrivé à des chiffres assez précis, si on veut, hein. Voilà, ici, ce qui est en rose, ici, ce sont des populations néandertaliennes pour lesquelles on a évalué ce qu'on appelle la taille de la population effective. La taille de la population effective, ce n'est pas la taille de la vraie population, mais c'est le nombre d'individus qu'il faut participant à la reproduction pour expliquer la diversité génétique. Et vous voyez qu'on a à certaines périodes des chiffres qui sont en centaines ou en milliers. Là, on parle des néandertaliens de l'ouest de l'Europe. Hein. Donc on pense des populations assez faibles et qui sont soumis encore une fois, à des goulots d'étranglement parfois assez critiques.
Alors on est arrivé à des informations extraordinaires. Par exemple, cet orteil, enfin c'est un morceau d'un orteil d'une petite fille qui est néandertalienne et qui vient de l'Altaï. Je vous ai dit qu'on avait des Néandertaliens dans l'Altaï. On a pu reconstituer le degré de parenté probable de ses parents avec plusieurs hypothèses. Vous voyez que ses parents, c'était soit des demi-frères et demi-sœurs, soit un grand-père et sa petite-fille, ça arrive, soit une tante et un neveu. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure sur ces populations qui sont très peu nombreuses et qui sont soumises à des crashs démographiques avec probablement une endogamie très très forte. On a aussi mis en évidence dans le génome des gènes codant des protéines qui sont uniques à l'homme actuel, qu'on trouve chez tous les hommes actuels et qu'on ne trouvait pas ni chez les Néandertaliens, ni dans d'autres formes archaïques. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail de ces gènes, mais parce qu'on pense qu'en fait, ce qui compte dans le génome, ce n'est pas seulement les gènes, mais vous savez, les gènes, c'est ce qu'on appelle l'exome, c'est-à-dire c'est la partie du génome qui code des protéines. Ça représente un peu moins de 1,5% du génome. Donc ce sont les plans, si vous voulez, des protéines, des molécules qui composent notre corps. Et puis à côté, il y a une partie du génome qui régule ces gènes. En gros, ce sont les robinets qui s'ouvrent et qui se ferment pour que ces protéines soient produites. Puis il y a aussi une grande partie du génome qui sert peut-être à rien. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas trouvé à quoi elle servait. Donc, on a des différences de génome. Je dois dire que cette partie-là de la paléogénétique, pour l'instant, est assez décevante parce qu'on ne sait pas trop en termes de caractère ce que ça veut dire de trouver ces gènes différents chez les Néandertaliens, les hommes modernes. On sait bien que c'est des protéines qui sont différentes, mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en termes de physiologie, d'anatomie, c'est assez compliqué. Surtout, ce qu'on a mis en évidence, c'est des choses très importantes sur l'histoire des populations. Et en particulier, on a mis en évidence des échanges géniques entre les Néandertaliens et nos ancêtres. Et puis, vous voyez, toutes ces lignes rouges que vous voyez, on va parler des Denisoviens dans quelques minutes, eh bien, montrent qu'il y a des flux géniques. Alors, ce sont des flux géniques assez faibles en général, c'est-à-dire que ces lignées, elles gardent leur autonomie, mais elles récupèrent quelques pourcents d'ADN des voisins, des autres. Alors, tout ça, ça aboutit dans le génome des hommes actuels hors d'Afrique, parce que ceux qui sont restés en Afrique, eux, n'ont jamais rencontré ni de Néandertaliens ni de Denisoviens, eh bien, de la présence d'environ autour de 2% d'ADN néandertalien chez nous tous. Et si on prend mes 2% et vos 2%, qui ne sont pas les mêmes, et qu'on met tous nos 2% ensemble, eh bien, on arrive à récupérer à peu près 40% du génome néandertalien. Alors pourquoi 40%? Pourquoi pas 100% après tout? Eh bien, parce que très certainement la sélection naturelle a purgé notre génome d'une grande partie de cet ADN néandertalien qui n'était pas si bon que ça. Et la question qui se pose évidemment, c'est on a bien hérité de quelques gènes qui sont avantageux, mais probablement qu'il y avait beaucoup de gènes qui ne l'étaient pas et qui ont été éliminés. Et la question qui se pose, évidemment, c'est quand on dit 2% d'ADN, est-ce que c'est 2% d'ADN qui compte pour beaucoup, ou est-ce que c'est 2% d'ADN qui est en grande partie composé d'ADN qui ne sert à rien? Donc ça, c'est une question qui est ouverte. Il y a eu des choses assez curieuses qui ont été découvertes aussi. Par exemple, quand on regarde sur les différents chromosomes, on se rend compte que le chromosome X, c'est un chromosome où on a moins d'ADN néandertalien que sur les autres. Alors, bon, il se passe des tas de choses bizarres avec le chromosome X, mais ce qui est quand même troublant, c'est que quand on regarde l'expression du génome néandertalien dans différents organes du corps, eh ben, il y a un organe où on en trouve très, 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 très peu exprimé,
et sont les testicules. Et cette observation sur le chromosome X et sur cette expression du génome dans différents organes suggère à certains qu'en fait les hybrides mâles de néandertaliens et d'hommes modernes étaient sinon stériles, mais du moins avaient une fertilité qui était assez réduite. C'est-à-dire que, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur la notion d'espèce, la non-interfécondité ne s'établit pas brutalement en général. Enfin, elle peut s'établir brutalement s'il y a un remaniement chromosomique, mais souvent c'est graduellement une fécondité qui baisse de plus en plus, et peut-être que là on est déjà sur le chemin de cette baisse. Alors maintenant, quelques mots des Denisoviens, donc les autres. Alors les autres, on les a découverts très récemment. Les Néandertaliens, c'était milieu du 19e siècle. Là, c'est 2010, hein, donc c'est hier. Donc mes collègues paléogénéticiens qui étaient très excités par tous leurs travaux sur le génome néandertalien se sont mis à prospecter des sites de plus en plus vers le nord. Quand je dis prospecter, c'est surtout prospecter des archéologues pour qu'ils leur fournissent des échantillons, hein. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler avec des collègues russes qui fouillaient une grotte qui s'appelle la grotte de Denisova, qui est là-haut dans l'Altaï. Et cette grotte, elle est assez particulière parce que il y a une stratigraphie très compliquée, la photo n'est pas très claire. Ce qui est particulier à cette grotte, surtout, c'est que la température y est quand même assez basse. Il fait en moyenne 0 degré dans la grotte, donc c'est un réfrigérateur, hein. Et donc, l'ADN, qui se dégrade au cours du temps avec la température, s'y trouve bien conservé. La grotte a été occupée par les hommes, on trouve des outillages dans cette stratigraphie, mais assez peu en fait, hein. Du point de vue archéologique, c'est un gisement qui n'est pas très très riche. Elle a surtout été occupée par des carnivores. Alors, d'un côté, c'est formidable d'avoir une grotte où on a de l'ADN qui se conserve très très bien. D'un autre côté, les carnivores sont employés à réduire en miettes à peu près tous les os qui se trouvent dans cette grotte, et donc pour l'instant, ce qu'on a trouvé de Denisoviens, eh bien, sont quand même des choses très très petites. Alors dans la grotte, on a trouvé des restes de Denisoviens, on a aussi trouvé des restes de Néandertaliens, qui ne datent pas forcément exactement de la même époque, mais on a une grotte qui a été successivement occupée par 3 groupes humains, des Denisoviens, des Néandertaliens, et puis à la fin, des hommes modernes qui ont remplacé tout le monde. Le spécimen qui a été le plus, le plus important, hein, dans ce travail, c'est ce petit os qui est un fragment d'une phalange, de la phalange terminale du petit doigt d'une petite fille. D'accord ? Donc vous voyez, c'est tout petit. Et il se trouve que dans ce petit bout d'os, eh bien, on a pu extraire de l'ADN fossile. Et cet ADN fossile était si bien conservé qu'on a pu reconstituer toute la séquence, pratiquement toute la séquence de l'ADN nucléaire de cette petite fille. Vous savez, parlait tout à l'heure du séquençage du génome humain qui avait coûté, enfin, dont on pensait qu'il allait coûter très cher. Il a coûté beaucoup moins cher en fait que ce qu'on croyait, hein. Mais donc, on a été capable de séquencer tout ça. Et donc, on s'est rendu compte que à Denisova, dans cette grotte, eh bien, ce qu'on avait, ce n'était pas des Néandertaliens, c'était autre chose. Et c'était en fait un groupe qui est le groupe frère des Néandertaliens. Quand on parle de groupe frère, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque part dans le temps, il y a 700 000 ans, quelque chose comme ça, une séparation entre les ancêtres de tous les hommes actuels et puis un rameau qui va donner les Néandertaliens en Europe et un autre groupe qui s'est séparé un peu plus tard que cette bifurcation, qui va donner ces Denisoviens. Donc l'idée qu'on a, c'est qu'il y a un groupe qui s'est répandu à un moment donné, peut-être hors d'Afrique, en tout cas qui est distinct de nos origines africaines, et que ce groupe s'est subdivisé en une branche ouest eurasiatique, qui va donner les Néandertaliens, et une branche orientale qui a donné les Denisoviens.
date de séparation dénisoviens-néandertaliens autour de un peu plus que 400 000 ans, 450 000 ans, quelque chose comme ça. Et beaucoup de caractères qui rappellent un peu l'histoire des Néandertaliens. Ces deux courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est Dénisoviens et Néandertaliens. Donc vous voyez, du point de vue démographique, on a encore affaire à des groupes qui sont de petite taille, avec une faible diversité génétique et qui sont soumis de temps en temps à des crashs démographiques assez importants. Alors, le premier séquençage qui a été fait d'ADN dénisovien, en fait, n'a pas été celui de l'ADN nucléaire. Ça a été celui de l'ADN mitochondrial, exactement comme pour les Néandertaliens. Et ce dont on s'est aperçu, et qui était assez troublant plus tard, c'est que cet ADN mitochondrial des Dénisoviens, on le trouvait chez les premiers Néandertaliens. Ceux qu'on a trouvés en Espagne, qui ont un peu plus de 400 000 ans. Alors c'était assez compliqué à comprendre parce qu'on avait, dans le fond, d'un côté, une histoire que nous donnait l'ADN nucléaire, c'est-à-dire séparation Homo sapiens, néandertalien, dénisovien, et puis plus tard, dénisovien, néandertalien. Et l'ADN mitochondrial donne une autre histoire, puisqu'on a les derniers néandertaliens qui ont un ADN mitochondrial différent de celui des premiers, et les premiers ressemblent aux dénisoviens. Donc on a beaucoup spéculé là-dessus. La solution, c'est probablement encore une histoire de mélange. Et cette histoire de mélange, ça serait une introgression, c'est-à-dire une entrée, si vous voulez, d'ADN mitochondrial d'origine africaine, donc proche de celle des hommes actuels, dans le génome des Néandertaliens. Et cet ADN mitochondrial, venu d'Afrique, aurait remplacé le vrai ADN mitochondrial des premiers Néandertaliens. Donc ça expliquerait que cet ADN mitochondrial des premiers Néandertaliens, il est identique à celui des Dénisoviens, et à un moment de son histoire, il a été remplacé par quelque chose qui vient de populations africaines. Donc on a un arbre pour l'ADN mitochondrial qui est représenté par ces doubles traits, qui est différent de l'arbre que donne l'ADN nucléaire. Alors vous me direz, ça paraît extraordinaire cette histoire-là. En fait, non, c'est assez banal. Hein. Et on a dans la nature de multiples exemples de ce genre. Ici, j'ai choisi les ours. Hein. Donc on a une phylogénie fondée sur l'ADN nucléaire qui est différente de celle de l'ADN mitochondrial. Pourquoi ? Bien parce qu'au cours de leur évolution, les ours polaires et les ours bruns, de temps en temps, ont été soumis à des contraintes climatiques qui ont fait que des petits groupes ont survécu dans des environnements assez limités, des îles par exemple, et qu'il y a eu des hybridations entre ces deux espèces. Et comme l'ADN mitochondrial ne se recombine pas, on a uniquement celui de sa mère, eh bien, on peut assez facilement avoir un scénario où l'ADN mitochondrial, par chance, hein, l'ADN mitochondrial d'une espèce est remplacé par celui d'une autre espèce proche avec laquelle elle s'hybride. Et donc, on a des cas comme ça assez fréquemment dans la nature. Alors, avec nos Dénisoviens, on a exactement le même genre d'histoire qu'avec les Néandertaliens, c'est-à-dire des échanges d'ADN. Alors d'abord, quand les Homo sapiens sont arrivés là où vivaient les Dénisoviens, pareil, on a une introgression d'ADN nucléaire dénisovien dans le génome des gens qui vivent en Asie et surtout en Australie, en Mélanésie. Et on a aussi découvert qu'il y avait eu des hybridations entre néandertaliens et dénisoviens. On a même un petit bout d'os duquel on a extrait de l'ADN et dont on pense que c'est un hybride de première génération entre un néandertalien et un dénisovien dans la grotte de Denisova. Donc probablement ce qui se passe avec la grotte de Denisova, c'est qu'on a une zone qui est une zone un peu frontière
où il y a tantôt des Néandertaliens qui viennent, tantôt des Denisoviens qui sont là, et à l'occasion, ils s'hybrident, comme ça s'est produit beaucoup plus tard quand les hommes modernes sont arrivés. Alors encore une fois, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que même si on a ces hybridations qui se produisent périodiquement, on continue quand même à reconnaître ces groupes de façon autonome, c'est-à-dire que cette hybridation, elle n'efface pas complètement l'identité de ces entités, et même pas du tout. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on a hérité un peu d'ADN utile, si je peux dire, des Denisoviens ou des Néandertaliens, alors en fonction des régions. C'est assez intéressant de regarder sur les 23 paires de chromosomes où se trouvent ces gènes qui ont été sélectionnés positivement et qui sont hérités de ces génomes archaïques. Ce sont généralement des gènes qui sont impliqués dans l'environnement, sont des histoires d'adaptation à l'altitude, au taux d'ultraviolet, des histoires de couleurs ou de texture de cheveux, de peau, de choses comme ça. C'est très intéressant, mais c'est pas... moi, personnellement, je pense qu'on surjoue un petit peu le rôle de cet ADN archaïque dans notre ADN. Il y a une chose qui est certainement très importante, c'est tout ce qui a été acquis pour renforcer notre système immunitaire. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compréhensible. Une population qui arrive dans une zone où elle est étrangère, eh bien, si les populations locales ont des défenses contre des pathogènes locaux et qu'il y a hybridation, la sélection va immédiatement sélectionner ces gènes-là. Alors, ce qui est tout à fait remarquable à propos de cette persistance d'ADN, cette fois-ci dénisovien dans les populations actuelles. Alors vous voyez, ça se passe ici en Asie, ce sont les ronds verts plus ou moins foncés et puis ces ronds rouges. C'est que la grotte de Denisova, c'est là-haut. D'accord ? Et quand on regarde en Asie les régions où on a le plus d'ADN dénisovien qui a survécu, eh bien, elles sont là. Donc, c'est la Mélanésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie. D'accord ? Et puis, un petit peu plus là, enfin, un petit peu moins dans le sud-est asiatique, dans d'autres régions. Donc, sur le continent, très peu, beaucoup plus là. On a du mal à comprendre comment des hommes d'origine africaine se répandant sur la planète ont réussi à passer par la grotte de Denisova pour aller en Australie. Et la réponse à ce mystère, c'est que en fait, la grotte de Denisova, c'est probablement pas le monde des Denisoviens. En fait, ces Denisoviens, on pense qu'ils ont été présents sur une grande partie de l'Asie et simplement, on n'est pas capable de les reconnaître. Et on n'est pas capable de les reconnaître pourquoi ? Bien parce qu'on a, dans une partie de l'Asie, en particulier en Chine, des fossiles qui sont assez complets et dans lesquels l'ADN n'est pas conservé. Et puis on a à Denisova des fossiles où l'ADN est bien conservé, mais on n'a pas de morphologie. Et donc on a du mal à relier les deux. Mais je pense, je ne suis pas le seul d'ailleurs, qu'on a en Asie des fossiles de Denisoviens. Et d'ailleurs, quand on dit de Denisoviens, on pense maintenant qu'il y a eu probablement plusieurs populations assez différentes les unes des autres, peut-être aussi différentes que les Denisoviens de l'Altaï et les Néandertaliens qui ont peuplé l'Asie, et que c'est avec certaines d'entre elles que ces hommes modernes en chemin vers l'Australie et la Mélanésie, c'est avec elles qu'ils se sont mélangés. Voilà quelques fossiles chinois qui, de mon point de vue, sont des bons candidats pour être des Denisoviens. Voilà un gisement du nord de la Chine qui date autour de 100 000 ans, qui s'appelle Zhuzhayao, où on a des dents qui sont des dents d'assez grande taille, avec des morphologies qui rappellent les dents de la grotte de Denisova. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais ces dents de la grotte de Denisova sont des dents de très très grande taille par rapport à ce qu'on connaît généralement chez les hominines. Et puis on a en Chine pas mal de fossiles qui sont... comment dire, ce ne sont pas des Homo erectus, ce ne sont pas des hommes modernes, ce sont des formes avec des grands cerveaux
Et puis, parfois, ce sont des formes qui partagent quelques caractères morphologiques avec les Néandertaliens. Et dans le fond, c'est ce qu'on attend chez un groupe frère des Néandertaliens, c'est-à-dire des choses qui sont un peu comme les Néandertaliens, mais pas complètement comme les Néandertaliens. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'oreille moyenne, l'oreille interne, ce qu'on appelle le labyrinthe, c'est aussi quelque chose qui est assez caractéristique chez les Néandertaliens européens. Et bien, on a quelques fossiles en Chine qui ont des labyrinthes qui ressemblent quand même fichtrement à ceux des Néandertaliens. Je ne pense pas que ce sont des Néandertaliens, mais je pense que ce sont des Denisoviens, et je pense que dans le futur, on pourra prouver ça de façon beaucoup plus probante. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai heureux de répondre à des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonsoir et merci pour cet exposé passionnant et parfois un peu difficile à suivre. Donc si j'ai bien compris quand même, c'est qu'on ne connaît pas la morphologie des Denisoviens. Si on connaît la morphologie des Néandertaliens, c'est parce qu'on a trouvé des squelettes suffisamment complets et en plus on a trouvé de l'ADN qui permet de les distinguer des Homo sapiens. Oui, alors l'histoire c'est ça, hein. Donc on a nos Néandertaliens, on connaît leur anatomie parce qu'on en a beaucoup, on les a trouvés depuis le 19e siècle. À un moment donné, on a extrait de l'ADN, on sait à quoi ressemble leur ADN, et puis on cherche de l'ADN néandertalien ailleurs, et là, pif, on tombe sur quelque chose qui est ni de l'homme moderne, ni des Néandertaliens, quelque chose de proche des Néandertaliens, mais quand même de différent. Grotte de Denisova. Alors, à cause de la présence d'un ADN de ce type-là, en faible pourcentage dans des populations asiatiques actuelles, et en pourcentage plus fort encore en Australie et en Mélanésie, on se dit les autres, les Denisoviens, devaient être présents ailleurs en Asie. Et c'est là qu'ils ont rencontré les envahisseurs africains. D'accord, mais si on trouve des squelettes en Asie qu'on ne peut pas identifier comme Denisoviens d'après leur génome, c'est peut-être parce que justement c'est des Denisoviens. Non, on ne peut pas les... Non, le problème... On aurait, s'ils avaient été répartis sur l'ensemble de l'Asie... Non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que l'ADN se conserve dans des conditions particulières, et en particulier des conditions de température. Donc, en gros, si vous voulez, le plus ancien ADN fossile que l'on ait, il a un peu plus de 700 000 ans. Il vient d'Alaska, c'est un cheval congelé dans le permafrost. Bon, c'est très intéressant, mais c'est pas là que ça se passe pour nous, d'accord ? En Europe, on a de l'ADN nucléaire conservé dans un seul gisement qui a 400 000 ans. C'est exceptionnel. C'est une grotte très profonde, un karst, la température est très constante, etc. En général, on n'a rien qui a plus de 100 000 ans. Quand on passe en Afrique, là, c'est terminé. On a un seul gisement au Maroc où on a de l'ADN fossile qui a 20 000 ans. Et ailleurs en Afrique, c'est quelques milliers d'années, quelques siècles maximum. Pourquoi ? Simplement parce que l'ADN se dégrade au cours du temps, il se fragmente de plus en plus, et il se fragmente d'autant plus vite que la température moyenne est élevée. Donc en Asie, le problème, c'est qu'on a de l'ADN dénisovien très bien conservé à Denisova, là-bas dans l'Altaï, mais ce n'est pas l'endroit où il y avait le plus de monde probablement. Et là où il y avait le plus de monde, et là où on a beaucoup de fossiles, ben là, la température, c'est une température tropicale, subtropicale ou même tempérée, mais qui ne permet pas la conservation d'ADN fossile très ancien. Et le problème qu'on a en Asie, c'est quoi ? C'est qu'on a en Chine, en particulier, des fossiles. Je vous ai montré quelques photos assez complets. C'est quelque chose qui est ni de l'homme moderne, ni des Néandertaliens, mais ça y ressemble un petit peu quand même, ni des Homo erectus. Moi, je suis persuadé que ce sont des Denisoviens. Le problème, c'est qu'on ne peut pas extraire d'ADN de ces fossiles-là, la plupart du temps. Alors, c'est ma deuxième surprise. Vous attendez encore un petit peu plus, vous aurez la solution. Je pense qu'on va trouver un moyen d'identifier comme Denisoviens des fossiles de ce type-là. Je pense qu'en Asie, tôt ou tard, on va finir par trouver
un endroit, un petit peu comme ce site dont je vous parlais en Europe, où on a une karst très profond, relativement frais, où on a de l'ADN ancien. En Asie, on finira bien par trouver quelque chose comme ça. Donc je suis assez tranquille qu'on va arriver à connecter ces fossiles, en particulier chinois, avec les Denisoviens. Et le fait que les Denisoviens aient un génome qui ressemble à celui des premiers Néandertaliens. Alors, donc, vous avez dit que c'était explicable par l'introgression de gènes provenant d'Homo sapiens, etc. Et ça ne peut pas être expliqué plus simplement par la dérive génique? Non. Parce que, en gros, si vous voulez, l'histoire, c'est quoi? C'est que la vraie histoire, c'est celle de votre ADN nucléaire. Votre ADN nucléaire, c'est ce qui donne le plus d'informations. Pourquoi? Parce que votre ADN nucléaire, ce n'est pas juste votre ADN nucléaire, c'est celui de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre ADN nucléaire à vous, il y a un espèce de résumé de l'histoire d'une population de centaines et de milliers d'individus qui vous ont précédés. Donc c'est compliqué à analyser, mais on arrive à reconstituer l'histoire des populations à travers cet ADN nucléaire. Et là, le résultat est clair, les Néandertaliens et les Denisoviens sont deux groupes frères qui se sont séparés il y a 450 000 ans. Alors maintenant, il y a quelque chose qui se greffe là-dessus, c'est cette histoire d'ADN mitochondrial, qui est de l'ADN, enfin j'ai comparé ça à de l'ADN de bactéries qui se promènent dans nos cellules. On peut faire aussi une histoire de cet ADN. Mais comme il ne se recombine pas, la seule chose qui lui arrive, c'est qu'il mute au cours du temps. Il y a des lignées comme ça qui mutent, qu'on peut reconstituer. Seulement, le problème, c'est que ce qu'on appelle un haplotype, c'est-à-dire un type particulier d'ADN mitochondrial, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Mais vous ne pouvez pas avoir la moitié de papa et la moitié de maman ou un quart de chaque grand-parent. Vous avez une lignée. Et donc, on a très facilement avec cet ADN-là une lignée qui remplace les autres. Parfois juste pour des questions justement de dérive génique, c'est-à-dire par hasard, ceux qui survivent, c'est ceux qui sont porteurs d'une lignée. Imaginez une population où il y a des... Je reviens à mes ours blancs et mes ours polaires, là. Mes ours polaires et mes ours bruns. Donc ils sont dans une île. Bon, alors on ne sait pas trop si c'est les oursonnes blanches qui en pincent pour les mâles bruns ou le contraire, mais le fait est qu'il va y avoir des petits oursons qui ont de l'ADN mitochondrial qui vient d'une seule maman, polaire ou brune. Bon, ça donne une population. Si cette population, par des effets de dérive génique, elle se trouve réduite à un petit nombre d'individus, il peut se trouver que par pur hasard, c'est une seule lignée qui va être représentée, celle des ours polaires ou celle des ours bruns. Enfin, quand je dis par hasard, surtout si ça se produit de façon répétitive, c'est-à-dire si on a cette espèce de tirage au sort plusieurs fois à travers une diversité qui va s'amoindrir de plus en plus. Donc, l'explication la plus simple qu'on a pour la ressemblance entre l'ADN mitochondrial des Denisoviens et des Néandertaliens anciens, c'est que en fait, c'est le bon, c'est celui des Néandertaliens et des Denisoviens à l'origine, mais chez les Néandertaliens, il s'est passé quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y a de l'ADN d'origine africaine de l'ADN mitochondrial qui s'est introduit là-dedans et qui a remplacé l'ADN mitochondrial des Néandertaliens. Ce qui est très bizarre, si vous voulez, c'est que quand on regarde les dates de séparation des hommes actuels et des Néandertaliens, avec l'ADN nucléaire, on a une date à 650 000, 700 000. Et quand on ne s'occupe pas de ça et qu'on regarde juste l'ADN mitochondrial, on a une date beaucoup plus récente. Et elle est beaucoup plus récente parce que c'est la date d'introgression de cet ADN mitochondrial d'origine africaine dans le génome néandertalien. Vous savez, il y a eu beaucoup de... quand on a commencé à faire de la systématique des animaux en utilisant la génétique, tout le monde s'est précipité sur l'ADN mitochondrial parce que c'était le plus facile, c'était le plus faisable, d'accord ? Et il y a des tas de publications qui ont été faites. On a créé des phylogénies dont on voit aujourd'hui qu'elles sont fausses parce que maintenant on fait l'ADN nucléaire et on se rend compte que c'est faux. Par exemple,
les histoires de domestication des animaux. Donc on est allé regarder le génome des cochons, des chèvres, des moutons, des bœufs, etc. Et on les a comparés à des espèces sauvages locales. Alors là, on s'est dit, c'est extraordinaire. Les cochons, dans toutes les régions du monde, les gens ont domestiqué les cochons qu'il y avait dans la forêt. Et c'est avec ça qu'ils ont fabriqué des formes domestiques. Quand on a fait l'ADN nucléaire, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça, qu'il y avait vraiment des centres dans lesquels ces espèces avaient été domestiquées, qu'à partir de là, des animaux domestiques avaient été exportés dans différents coins de la planète. Mais ces animaux domestiques, de temps en temps, ils allaient dans la forêt, et là, ils se reproduisaient avec des formes sauvages locales. Et encore une fois, par pure malchance, si on regarde que l'ADN mitochondrial, eh bien, on peut trouver que c'est la forme locale qui a été domestiquée, alors que ce n'est pas le cas. Autre question? Merci beaucoup. Vous avez appris beaucoup de choses sur les Disoviens qu'on ne sait pas vraiment avant votre exposé. Je voulais vous parler de la séparation entre les Néandertaliens et les hommes modernes, 670 000 ans, vous dites à peu près. Est-ce qu'on a des fossiles de ces hommes modernes, des fossiles anciens entre 600 000 et 300 000 ans, qui auraient des caractéristiques déjà des hommes modernes, c'est-à-dire le menton, l'absence de torus, etc. Non. En fait, personnellement, je déteste le terme homme moderne. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand des paléontologues comme moi parlons d'homme moderne, en fait, on parle d'homme moderne dans un sens qu'on dit cladistique dans le jargon. C'est-à-dire, on veut dire la lignée qui mène aux hommes actuels. Mais le problème, c'est quand on dit homme moderne à n'importe qui, il se dit moderne, ça veut dire comme nous. Et le problème, c'est que les hommes modernes d'il y a 100 000 ans, ils ne sont pas comme nous du tout. Et que ceux d'il y a 200 000 ans, ils sont encore moins comme nous. Et donc, moi, personnellement, je préférais qu'on utilise uniquement le terme Homo sapiens. Mais bon, la nomenclature linéenne est devenue un peu politiquement incorrecte dès qu'on parle d'hommes récents. Quand on parle des australopithèques, ça dérange personne. Hein. Mais quand on parle des hommes de Néandertal et des hommes actuels, quand vous commencez à dire Homo sapiens, Homo néandertalensis, on commence à vous regarder un peu de travers. Alors, pour ce qui est de notre lignée à nous, mais ça, il faudra me réinviter pour une autre conférence. Avec plaisir. Notre lignée à nous, son histoire, c'est une histoire africaine. On la connaît assez bien, disons, à partir d'il y a seulement 300 000 ans avant le présent. Et il y a 300 000 ans avant le présent, en 2017, mon équipe a décrit au Maroc des formes d'un site qui s'appelle Djebel Irhoud, qui est entre Marrakech et Safi. Et on a des hommes qui ont des caractères proches des nôtres, qui sont des caractères faciaux, des caractères dentaires, des caractères mandibulaires. Ils n'ont pas vraiment un menton, hein, mais enfin... Hein. Mais ils ont encore, vous vous souvenez ce que je vous ai raconté sur le cerveau, ils ont encore un cerveau qui est, entre guillemets, primitif. Donc, vous voyez, c'est des hommes modernes, mais primitifs. Donc, un peu compliqué, mais c'est pour ça qu'on préfère les appeler des Homo sapiens anciens. Et c'est à partir de ces formes-là qu'on voit de façon assez graduelle, assez progressive, la forme du cerveau changer dans une direction originale, dans une direction que ne suivent pas les Néandertaliens, que ne suivent pas les autres, hein, en particulier avec cet accroissement du cervelet dont j'ai parlé. Donc ça, on commence à documenter assez bien cette chose-là. Maintenant, donc, encore une fois, parler d'hommes modernes, qu'est-ce que ça veut dire? De mon point de vue, les hommes modernes, c'est la queue de cette lignée-là. C'est-à-dire, c'est ça, il y a 50 000 ans, ou peut-être 80 000 ans, allez, 100 000 ans si on veut être généreux. Mais après, c'est nos ancêtres, c'est des Homo sapiens, mais les appeler modernes, c'est vraiment un abus de langage. En plus de ça, ça a introduit l'idée qu'il y a eu un espèce de changement adamique. Hein. Un jour, paf, ils sont devenus modernes. Avant, ils n'étaient pas, et ils sont devenus modernes. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça qu'on voit. C'est une évolution très, très graduelle. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est avant 300 000, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Parce qu'on sait qu'il y a une longue histoire. Oui, forcément, entre 700 000 et 300 000, ça fait 400 000 ans. Et en Afrique, on a des fossiles
on n'a pas beaucoup de fossiles, en fait, hein, contrairement à ce qu'on croit. L'Afrique, c'est énorme. On pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des fossiles. Pour cette période-là et pour cette lignée-là, on en a très peu. Et on soupçonne en fait qu'une partie des fossiles qu'on a en Afrique et qui seraient dans des âges qui correspondraient, peut-être ne font pas partie de cette lignée-là. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'un peu plus compliqué que ça. On a des fossiles, je ne sais pas si la question vous intéresse vraiment, mais qu'on a attribué à une espèce qu'on appelle Homo heidelbergensis, qu'on a longtemps vendu comme l'ancêtre commun d'Homo sapiens et de Néandertal. Bon, nous, on pense que c'est pas possible que ça soit l'ancêtre d'Homo sapiens, parce que par beaucoup de caractères, Homo heidelbergensis est déjà dérivé dans la direction néandertale, en fait. Alors, qu'est-ce qui fiche en Afrique ? Peut-être que c'est justement une population d'origine eurasiatique qui a pénétré en Afrique, et qu'en Afrique, on a en fait 2 taxons. Je ne parle pas de Naledi, qui est une espèce qui est très localisée géographiquement, mais peut-être qu'on a quelque chose qui vient d'Eurasie, qui est lié à l'homme de Néandertal, aux Denisoviens, enfin, du moins leurs ancêtres, et puis les ancêtres des Homo sapiens. Et là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de matériel pour résoudre ça. Merci. On va prendre une dernière question. Bonjour monsieur. Une question de méthodologie. Vous nous avez montré quelques graphiques à l'écran sur lesquels le temps était soit sur la ligne verticale, soit sur la ligne horizontale. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que d'habitude, on nous apprend que les frises chronologiques se lisent de gauche à droite dans le sens de la lecture pour avancer dans le temps. Et là, je les ai vus à l'envers. Oui, c'était assez compliqué de les inverser, hein, parce que les textes auraient été inversés aussi, donc ça n'aurait pas été très lisible. C'est pour ça que j'ai pris la peine de vous dire le présent est à gauche, le passé est à droite. Mais bon, c'est une convention, hein. Vous savez, les Arabes écrivent de droite à gauche, ils s'en tirent très bien. Le passé n'est pas forcément à gauche. Voilà. Bon, comme la question était courte, on va en prendre une autre. Ouais. Je crois que quelqu'un devant avait... Il y avait une dame là-bas qui voulait poser. Il y avait 2 questions même là-bas. Oui, je voulais demander, vous avez parlé d'homininés ou d'hominines. Oui. Moi, j'avais la notion d'hominidés. Est-ce que les 2 termes existent ou est-ce qu'il n'existe plus qu'un ? Et les 2 termes existent, mais les hominidés ont subi une longue dégradation, si je peux dire. Enfin, plutôt les hommes, en termes taxonomiques. Je vous montrais tout à l'heure, au début de ma première diapo, au début de ma présentation, je vous ai dit, voilà, au 19e siècle, au 20e siècle, on mesurait les crânes comme ci et comme ça. À l'époque, et pendant très longtemps, les biologistes pensaient qu'il y avait les hommes et les grands singes. D'accord ? Et donc les grands singes, quand on dit les grands singes, c'est-à-dire le chimpanzé, l'orang-outan, le gorille, le gibbon, etc., ça représentait un ensemble cohérent qu'on pouvait opposer aux hommes. Et donc on parlait pour les hommes d'hominidés, c'était une famille, et on mettait dedans l'homme de Néandertal, le pithécanthrope ou Dieu sait quoi, et puis une autre famille qu'on appelait les pongidés, où on mettait le gorille, le chimpanzé, l'orang-outan. Et puis là-dessus est arrivée la biologie moléculaire qui a commencé à retravailler tous ces arbres phylogénétiques. Et en gros, ce qu'on a découvert à travers une multitude d'études, c'est que les hommes sont bien plus proches parents des chimpanzés que les chimpanzés ne le sont des orang-outans, par exemple. C'est-à-dire qu'on a un arbre dans lequel, évidemment, l'homme est présent, c'est une des branches. Mais si on veut faire un groupement qui est un groupement, je dirais, cohérent, eh bien, cohérent avec l'histoire, avec la phylogénie, il faut grouper l'homme et le chimpanzé tous les 2, et puis après créer une entité plus grande pour mettre l'homme, le chimpanzé, le gorille, l'orang-outan, etc. Et donc, on a été obligé d'abandonner cette dichotomie homme-grand singe, mais on a conservé le terme d'hominidé. Alors aujourd'hui, le terme d'hominidé existe, mais il inclut
le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan. Donc quand on parle des hominidés, c'est tout ça. D'accord ? Et les hommes, si je peux dire, on les a dégradés au rang de tribus. Donc on n'est ni une famille, ni une sous-famille, on est une tribu. Et on appelle cette famille les hominines. Et donc ce qu'on appelle les hominines, c'est quoi ? C'est tout ce qui rassemble les hommes et leurs parents depuis la séparation avec la lignée des chimpanzés il y a un peu plus de 7 millions d'années. Donc c'est pour ça que je parle d'hominines et pas d'hominidés. Mais maintenant, cela étant dit, il y a des tas de bouquins où on parle d'hominidés dans le sens ancien du terme, et je connais même des collègues qui continuent à parler d'hominidés. Mais disons que le consensus, c'est ce que je vous ai dit. Bien, merci beaucoup. Donc, comme je vous l'indiquais précédemment, pour ceux qui le souhaitent, il y a un petit verre qui est installé dans une pièce derrière et vous pourrez continuer la conversation avec Monsieur Hublin. N'hésitez pas à revenir à Pierre-Vive pour voir ou revoir l'exposition, ou peut-être pour notre prochaine conférence, notre table ronde sur l'ortus qui aura lieu le 13 juin. Voilà, je vous attends nombreux. Bonne soirée.